Nous sommes présentés à Mimorituka, un enfant qui a autant de personnalité qu'un sac de pierre. Il s'est habitué à une vie d'isolement en raison de son enfance traumatisante et de ses parents abusifs. Désormais, il essaie impulsivement de se fondre dans le décor et d'éviter les ennuis. En ce moment, la déléguée de classe, Ayaka Sogo, se fait harceler par le tyran de la classe, Oyamada, qui a volé son livre sans raison, et personne ne semble suffisamment s'en soucier pour l'aider, surtout pas le professeur qui déteste manifestement son travail. Puisque personne ne se lève pour sauver Sogo, Mimori décide d'agir pour une fois et se lève de son siège pour demander à Oyamada de rendre son livre. Oyamada est surpris qu'un insignifiant comme Mimori ose se lever contre lui. Cependant, juste au moment où il s'apprête à commencer à harceler Mimori également, le chat de la classe, Takuto, intervient et dit à Oyamada de se taire. Oyamada tente de s'expliquer avec Takuto et dit qu'il veut apprendre à Mimori à rester à sa place de figurant, mais Takuto n'a pas l'intention de laisser cela arriver. Pour être clair, il ne se soucie pas du tout de Mimori ou de Sogo d'ailleurs, il ne veut tout simplement pas que Oyamada cause plus de problèmes car c'est agaçant à écouter. Oyamada n'aime pas cela, mais comme Takuto est l'alpha, il n'a pas d'autre choix que de l'écouter et de se calmer. Oyamada rend le livre de Sogo et se rassoit, mais comme il a besoin de se divertir, il commence tranquillement à harceler l'enfant en face de lui, Yasu. Le professeur finit par intervenir et dit à Oyamada d'arrêter de jouer avec Yasu. Il ne s'en soucie pas vraiment, mais si Oyamada harcèle Yasu au point qu'il finisse par sauter d'un pont, il ne touchera pas sa prime annuelle. Mais si Yasu veut sauter d'un pont après sa prime, alors le professeur n'a aucun problème avec ça tant qu'il fait un salto. Les choses se calment dans le bus après cela, mais ensuite tous les élèves sont soudainement transportés dans une pièce où ils sont accueillis par la déesse Vicious. Elle explique que son royaume, à Lyon, convoque des guerriers courageux pour les faire combattre le démon empereur maléfique chaque fois qu'il apparaît. La dernière fois que le démon empereur est apparu, c'était il y a 200 ans et il a heureusement été vaincu grâce aux efforts vaillants des héros précédents. Cependant, le grand empereur a été ressuscité une fois de plus, alors Alion a convoqué les élèves pour être les prochains héros du royaume d'Alion. Les élèves sont encore très confus par tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ils pensent donc que toute cette histoire est soit une farce, soit qu'ils sont tous morts dans un accident de bus. Le professeur attire l'attention de tout le monde et leur dit qu'il ne sait pas non plus ce qui se passe, mais qu'ils devraient tous écouter Vicious pour l'instant. Vicious le remercie en pensant qu'il comprend ce qu'elle dit, mais en réalité, il est simplement aveuglé par son attrait physique. Mimori prend un moment pour évaluer la situation. Ce bâtiment ne ressemble à rien de ce qu'il a déjà vu auparavant. Il y a une déesse devant lui et il ne se sent pas comme s'il était dans un rêve, il n'y a donc qu'une seule conclusion à tirer, ils ont vraiment été convoqués dans un autre monde. Takuto clarifie que la déesse veut qu'il vainque ce soi-disant démon empereur, mais il veut savoir ce qui se passe s'il refuse de coopérer. La déesse leur dit qu'elle n'a malheureusement pas le pouvoir de les renvoyer chez eux s'ils ne veulent pas devenir les héros d'Alion, mais il existe un moyen pour eux de retourner sur Terre. Cela implique un rituel de contre-invocation qui nécessite un élément maléfique, et le seul moyen d'acquérir cet élément maléfique est de l'obtenir du cœur du démon empereur ou d'absorber l'élément lorsqu'il est libéré à la mort du démon empereur. Oyamada ne voit toujours pas de raison pour laquelle aucun d'entre eux ne devrait risquer sa vie pour combattre ce démon empereur alors que Vicious les a essentiellement kidnappés. Alors, Vicious fait la seule chose qu'elle peut et supplie les élèves de reconsidérer la possibilité de devenir les sauveurs de ce monde. Ayaka, la déléguée de la classe, prend la parole pour se présenter et expliquer que même si Vicious les appelle des sauveurs, ils ne sont que des lycéens et ne seraient pas d'une grande utilité s'ils étaient envoyés à la guerre. Vicious lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter car ils ont été dotés de pouvoirs que personne d'autre dans ce monde ne possède. Tous trouvent cela difficile à croire, alors Vicious décide de leur faire une petite démonstration pour prouver que les capacités spéciales existent vraiment. Elle fait venir un prisonnier, puis une bête démoniaque qui dévore le prisonnier. Après que le démon a impitoyablement mutilé le prisonnier, Vicious lance une boule de feu pour l'incinérer. Cela devrait suffire à traumatiser les élèves pour qu'ils acceptent qu'ils sont dans un nouveau monde. Maintenant qu'ils commencent à croire ce qu'elle dit, Vicious dirige leur attention vers une boule de cristal qui sera utilisée pour évaluer leurs capacités. Un par un, les élèves s'avancent pour faire évaluer leurs capacités et ils semblent tous avoir des aptitudes décentes. Notamment, lorsqu'Oyamada s'approche de la boule de cristal, elle brille d'une couleur rouge éclatante, ce qui signifie qu'il est incroyablement puissant selon les normes de ce monde. Ensuite, c'est au tour de Takuto et lorsqu'il met sa main sur la boule de cristal, elle se brise complètement. Tout le monde est choqué et confus par ce qui vient de se passer, alors la déesse explique que cela signifie que Takuto est de rang S. Le rang S est le summum en termes de puissance et est bien au-dessus de tous les autres. Avoir un seul héros de rang S est déjà très chanceux, mais alors que le test d'aptitude continue, il est révélé que Ayaka est également de rang S lorsqu'elle brise l'orbe de secours qu'ils ont apporté. Et ce n'est pas tout, car il y a un troisième héros de rang S qui brise le deuxième orbe de secours en stock. Vicious est incrédule devant la tournure des événements et demande qui sera la prochaine personne à être examinée. Il s'agit de Mimori. Il pose sa main sur la boule de cristal et elle commence à briller en violet,
mais la lumière émanant de l'orbe est beaucoup plus faible que pour les autres. Il demande alors à Vicious quel est son rang, mais elle l'ignore complètement et appelle la personne suivante. Mimori est habitué à être ignoré, alors il passe à autre chose, mais il remarque que la dernière personne à être examinée est Yasuo et que l'orbe montre une masse sombre en son centre, ce qui signifie qu'il est le héros sombre du groupe. Selon les archives, le héros sombre est souvent beaucoup plus puissant que tous les autres héros du groupe. Essentiellement, tout le monde doit faire attention car le gamin tranquille vient d'obtenir son arme. Après cela, la déesse donne à chacun des instructions sur la manière de vérifier leur statut. Quand Mimori regarde ses statistiques, il réalise qu'elles sont assez médiocres. La déesse a créé cette fenêtre pour que les héros puissent obtenir des informations précises sur leurs capacités à tout moment. Mimori regarde d'un peu plus près et remarque quelque chose appelé une compétence inhérente. Les compétences inhérentes sont des compétences uniques à chaque héros donné et peuvent généralement être utilisées immédiatement, mais certaines peuvent nécessiter d'être éveillées à un niveau supérieur. C'en est assez des explications pour le moment, Vicious annonce à tout le monde qu'ils vont maintenant réaliser un rituel très nécessaire pour leur succès. Elle appelle Mimori à l'avant et explique qu'il est de rang E, et selon les archives, les héros de rang le plus bas n'ont toujours fait que ralentir les plus puissants. Par conséquent, elle prend la décision exécutive de l'éliminer. Cependant, tuer un héros simplement parce qu'il est faible serait trop moralement ambigu pour elle, alors elle décide de donner à Mimori une chance de regagner sa vie. Au lieu de le tuer immédiatement, elle décide de l'envoyer dans des ruines et si Mimori parvient à survivre, il pourra vivre comme bon lui semble dans ce monde. Mimori demande si ces ruines sont dangereuses, et Vicious lui répond que bien sûr, elles le sont. Ce ne serait pas vraiment un lieu d'exécution s'il était sûr. Mimori essaie de se sortir de cette situation en disant qu'il possède une compétence inhérente de dotation de statut anormal, ce qui doit être utile pour l'équipe d'une manière ou d'une autre. Mais à son grand désarroi, la déesse lui dit que les sorts et compétences de statut anormal dans ce monde sont totalement inutiles, car ils ne fonctionnent presque jamais comme prévu et même lorsqu'ils fonctionnent, ils ne sont pas très utiles. Mimori tente d'en appeler à la morale de la déesse, disant qu'elle ne peut pas simplement se débarrasser de lui alors qu'elle est celle qui l'a convoqué ici sans son consentement, mais son nom est littéralement Vicious, donc il est clair qu'elle ne se soucie pas de cela. Alors que Mimori essaie de se résigner à son sort, Yasuo lui touche l'épaule, et Mimori pense que Yasuo va le défendre comme il le faisait lorsqu'il était harcelé sur Terre. Cependant, maintenant qu'il a du pouvoir, Yasuo est devenu aussi méchant que les autres et se moque de Mimori pour sa faiblesse, le condamnant à son terrible destin. À ce stade, Mimori réalise que personne ne se soucie de son sort ici, et tous les autres élèves veulent juste qu'il disparaisse. Il se tient donc prêt à accepter son sort, tandis que Vicious lui jette un sac magique en guise de cadeau de consolation. Cependant, il y a au moins une personne qui sait que ce n'est pas juste. Ayaka se lève et demande à Vicious de reconsidérer l'élimination de Mimori. Mais Vicious est déterminé à s'en débarrasser, alors elle assomme Ayaka pour qu'elle ne puisse pas se plaindre. Mimori ne peut plus supporter cette cruauté et cette moquerie, alors il tente d'utiliser sa compétence de statut anormal pour paralyser la déesse. Mais malheureusement, elle possède un bouclier anti-statut anormal qu'elle n'a pas utilisé depuis l'ère des anciens héros. Elle se moque de Mimori pour son attaque ratée et, sans plus tarder, elle veut que tout le monde assiste à la téléportation de ce perdant vers sa perte. Juste à ce moment, Takuto lance une explosion qui laisse un énorme trou dans le mur, mais en regardant vers lui, la déesse comprend qu'il ne tente pas de sauver Mimori, il voulait juste tester ses pouvoirs et ne s'attendait pas à causer autant de dégâts. Certains des camarades de classe de Mimori prennent plaisir à le voir se faire éliminer, tandis que d'autres restent indifférents, et la seule personne qui le soutenait a été assommée. Alors qu'il est sur le point d'être téléporté, Mimori abandonne son acte de personnage de fond et fait un doigt d'honneur à Vicious, jurant de lui faire regretter cela un jour. Mimori se réveille dans les ruines abandonnées et essaie d'ouvrir son écran de statut, mais son système lui indique qu'il ne peut pas le faire à cause du faible niveau de lumière dans la zone. C'est alors qu'il se souvient du sac qu'il a reçu. Après y avoir versé un peu de mana, il génère suffisamment de lumière pour qu'il puisse voir à nouveau. Cependant, alors qu'il se promène, il tombe sur un squelette humain sur le sol et se met sur ses gardes, réalisant que ce qui a tué le squelette pourrait encore être dans les ruines. Mimori trébuche sur des rochers, ce qui lui permet d'éviter de justesse une attaque sournoise d'un monstre terrifiant. Il n'a pas le temps de réfléchir ou de s'inquiéter de l'endroit où il court car s'il s'arrête ne serait-ce qu'un instant, il sera tué. Tandis qu'il continue de courir, Mimori trébuche à nouveau sur un rocher et, alors que le monstre se rapproche de lui, l'émotion qu'il ressent n'est pas de la peur, mais de la frustration. Frustration de voir qu'il a été abandonné par tous ces idiots et qu'il est condamné à mourir à cause de cela. Il n'a aucune arme pour se défendre et aucune compétence utile à utiliser puisque ses effets de statut anormal sont apparemment peu susceptibles de fonctionner. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne va pas essayer d'utiliser tout ce qu'il peut pour survivre. Mimori lance un sort de paralysie sur le monstre et, à son grand étonnement, cela fonctionne réellement. Il ne veut pas rester sur place pour comprendre pourquoi, alors il s'enfuit à nouveau. En courant, il pense que la paralysie devait être un coup de chance unique,
car Vicious avait dit que les effets de statue anormale avaient un faible taux de réussite. Mais dans sa hâte de s'échapper, Mimori se retrouve face à un autre monstre, une créature ressemblant à un croisement entre un poulet et un cafard. Quoi que ce soit, ça va le tuer s'il ne fait pas rapidement quelque chose. Mimori lève la main et lance à nouveau un sort de paralysie, s'attendant à ce qu'il échoue, mais miraculeusement, cela fonctionne encore. Une fois pourrait être un coup de chance, mais 2 fois de suite signifie que son taux de réussite des effets de statue est bien plus élevé que ce que la déesse avait prétendu. Il est possible que les effets de statue de Mimori soient différents des sorts faibles de ce monde. Mais même s'il peut se défendre avec ses sorts, cela ne lui servira à rien s'il se retrouve à court de mana pour les utiliser. Il ne lui reste qu'un point de mana, alors il l'utilise pour lancer un sort de poison sur le monstre. Dès qu'il le fait, le monstre commence à mourir lentement. En plus d'avoir un taux de réussite élevé, les sorts de Mimori ont aussi une très longue durée, ce qui lui permet de s'asseoir et d'attendre que le monstre meure. Il n'a plus aucun point de mana, et il ne sait pas ce qui se passera s'il essaie d'utiliser ses effets de statue à nouveau. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, car le premier monstre l'a rattrapé. L'effet de paralysie qu'il avait lancé plus tôt a dû s'estomper, mais même s'il n'a plus de mana, personne ne viendra le sauver. Mimori se prépare donc à se battre pour sa survie. En désespoir de cause, Mimori essaie de périr face au Minotaure, mais selon le système, il n'est pas possible d'appliquer la même capacité à une cible de manière répétée. Alors, le garçon décide d'utiliser un sort de sommeil, endormant le monstre, puis il empoisonne la cible, imaginant qu'il y a d'autres limitations en plus de ne pas pouvoir répéter la compétence. De plus, son mana est presque épuisé. Comme si cela ne suffisait pas, une légion d'oiseaux féroces s'approche du héros abandonné. N'ayant pas d'autre choix, il utilise son mana hors statut pour paralyser chacun des ennemis, provoquant un engourdissement dans son corps alors que ses réserves de pouvoir se vident entièrement. Derrière les oiseaux, le Minotaure se prépare à attaquer l'humain qui continue sa stratégie de paralysie des cibles. Malgré tout, son corps atteint progressivement ses limites, sa jambe tremble, rendant la station debout difficile. En dernier recours, Mimori se tient debout avec difficulté jusqu'à ce que le système annonce qu'il a monté de niveau, ce qui régénère complètement son mana et augmente son statut. Avec cela, il suppose que tuer cet oiseau est suffisant pour évoluer. Maintenant qu'il peut à nouveau combattre, c'est sa chance de continuer sa stratégie du mieux qu'il peut. En continuant d'utiliser la paralysie, il voit le niveau de cette capacité augmenter au point de pouvoir toucher plusieurs cibles à la fois. Se sentant plus confiant, il paralyse tous les ennemis et réfléchit que la déesse pourrait être la seule à ne pas être affectée par ce pouvoir car jusqu'à présent, il a réussi à se défendre. Cependant, il remarque qu'il y a une limite de distance pour infliger des conditions de statut, constatant que les ennemis éloignés ne peuvent pas être atteints. Il marche alors parmi les créatures paralysées et empoisonnées, une par une. À ce moment-là, il voit ses adversaires seulement comme des points d'expérience ambulants. Son pouvoir s'est développé au point où il agit confortablement face au danger. Ses statistiques sont multipliées grâce à son niveau et la quantité massive de mana qu'il a atteinte donne l'impression qu'il est possible de s'en sortir vivant. À mesure que les monstres empoisonnés meurent, Mimori monte constamment de niveau, atteignant presque le niveau 400 avec un océan de mana coulant dans ses veines. En montant de niveau, le garçon endort les adversaires avec son sort de sommeil, atteignant le niveau 500 au fil du temps. À ce moment-là, les monstres qui attaquent se retournent et prennent la fuite. Après avoir éliminé la menace, il parcourt les ruines à la recherche d'équipements utilisables. Rien de très utile ne se trouve parmi ce tas de cadavres, mais il n'y a pas de temps pour se lamenter. Il doit trouver de la nourriture et de l'eau pour survivre parmi les colonnes infinies de cet abîme sombre. Mimori supplie pour de la nourriture à quiconque pourrait être là, même s'il n'y a personne pour l'aider. Il a tellement faim qu'il commence à voir les minotaures comme des bœufs prêts à être consommés une fois le poison disparu. Mimori essaie de couper la peau de l'animal, mais sa carcasse est extrêmement dure. Face à cela, il arrache l'œil de la créature mais en voyant l'acide jaillir, il abandonne l'idée de manger ce monstre. Allongé parmi les cadavres de monstres, il réfléchit que cet endroit est entièrement conçu pour ne laisser aucun survivant. Soudain, il voit la partie violette du cristal dans son sac grossir et son poids augmenter drastiquement. Mimori ouvre le sac et trouve de la viande emballée avec du soda, puis il boit le liquide sans se demander d'où cela vient. C'était définitivement la meilleure nourriture qu'il ait jamais mangée de sa vie, non pas pour le goût en lui-même, mais pour la nécessité. Mimori ne sait pas exactement ce que sont ces couleurs dans son sac ou si elles produiront à nouveau de la nourriture, mais quoi qu'il en soit, cet objet unique ne doit pas être abandonné. Au fil des jours, le jeune homme s'habitue aux ruines et aux dizaines de monstres qui jonchent le donjon, pouvant être vus paralysés et empoisonnés, tombant à un sur le sol, sans vie. En observant cette scène digne d'un jeu de domino, Mimori déplore les actes terrifiants qu'il a commis dans ces circonstances, comme si son âme criait pour l'humanité au milieu de cet enfer. À mesure que son niveau augmente, il pleure et se demande pourquoi il est là. Enfant, Mimori posait des questions similaires. Son père n'était pas mineur, mais était tellement grotesque aux yeux du petit garçon qu'il semblait plus effrayant que les oiseaux féroces essayant de le tuer jour après jour dans les ruines.
D'ailleurs, depuis cette époque, il savait qu'il devait tuer son père, à moins de vouloir être tué lui-même, jusqu'au jour où ses oncles ont tendu la main au petit garçon, lui offrant la chaleur d'une famille. Ils ont appris à Mimori à être gentil, à avoir de l'empathie pour la douleur des autres, et cette éducation a fait penser au garçon qu'il avait appris à être comme eux. Cependant, en regardant la dévastation autour de lui, il ne ressent rien, pas même en prenant les vies qu'il a prises. L'absence de peur de tuer le fait craindre pour lui-même, pensant qu'il n'y a rien à faire, pas dans les ruines. Comme son frère le disait souvent, il faut accepter qui on est. Avec cela en tête, le héros exilé marche maintenant sans la moindre hésitation. Au fil des jours, au milieu de son long voyage, le jeune homme trouve une grotte avec une atmosphère unique, où une porte est ornée d'un talisman avec un cristal bleu. La couleur lui rappelle le mana, ce qui le pousse à imbuire la pierre de ce type d'énergie et entrer dans une pièce où un couple est mort depuis longtemps, sans signe de lutte, acceptant simplement leur mort en se tenant la main. Mimori rend hommage aux défunts et ouvre un sac à côté d'eux, découvrant une grande quantité de pierres précieuses. En parcourant ce territoire, Mimori atteint le 25e hall, nécessitant une énorme quantité de mana pour s'ouvrir. À l'intérieur, un autre héros abandonné a été réduit à des os par le temps de la décomposition, et une déchirure dans la tunique du défunt fait imaginer au garçon qu'il s'agit de la blessure fatale qui a conduit à sa mort. Parmi les effets personnels du défunt, une lettre est rédigée dans la langue de ce monde, mais à la surprise de Mimori, il peut la lire. Selon les écrits, cet homme était Anglin, connu comme le Grand Sage, mais mieux connu sous son ancien surnom de Héros des Ténèbres. À ce moment-là, Mimori se rappelle quand la déesse a dit que Yasuo avait éveillé un pouvoir égal à celui du Héros des Ténèbres, le plus puissant de tous. Selon Anglin, il a été envoyé de force dans ces ruines par la déesse Vicious parce qu'il n'était plus nécessaire. Dans cette lettre, Anglin demande à la personne qui trouve son corps de prendre quelque chose qu'il a désespérément apporté là-bas. Dans les mots du sage, l'armée démoniaque est méchante, mais sa méchanceté n'est rien comparée à celle de la déesse Vicious. Mimori ne sait pas à quel point cela diffère de cette entité, mais la haine qu'il ressent pour elle suscite des sentiments mitigés entre le besoin de justice et de vengeance, comme un affrontement entre le mal et le mal. Parmi ses effets personnels se trouve l'œuvre complète des arts interdits, où des recettes de potions et d'outils magiques illustrent les pages vieillies. De plus, un parchemin de magie interdite est décrit avec des symboles que Mimori ne peut pas déchiffrer mais qui pourraient être utiles à un moment donné. En ouvrant le livre, Mimori est confronté à la phrase « Méfiez-vous du dévoreur d'âmes, qui a tué tous les autres ». Alors qu'il marche dans ces ruelles sombres, le jeune homme honore les morts dispersés au sol, comme s'il essayait de rester sain d'esprit ou peut-être de récupérer une part de l'humanité qu'il pense avoir détruite. Au sommet d'un escalier, il trouve une porte qui nécessite un objet pour s'ouvrir. Espérant qu'elle mène à la surface, le héros oublié entreprend de trouver cet objet, quel qu'il soit. Il se dit que même le héros des ténèbres, l'être le plus puissant de ce monde, n'a pas pu affronter le dévoreur d'âmes, mais Mimori croit avoir évolué suffisamment pour tenter sa chance. À ce propos, au bout d'un couloir, un visage macabre est sculpté dans un mur. Sur son front se trouve un objet qui pourrait être ce dont il a besoin, imaginant que cela pourrait être le dévoreur d'âmes. Mimori s'expose en essayant d'invoquer rapidement une capacité, mais il est surpris par une réaction absurde, un pouvoir qui blesse sa main avec un rayon d'énergie. Apparemment, ce rayon s'active lorsque la cible montre une intention d'attaque. De plus, ce visage est hors de portée de sa magie, donc il vaudrait peut-être mieux évoluer davantage avant d'affronter cette chose. Cependant, la structure se détache du mur et se révèle être une créature avec sa propre vie, ce qui pourrait signifier un scénario classique de tuer ou être tué pour le héros rejeté. Dehors, une femme atteint les ruines et s'approche de l'entrée. Mimori ne doute pas qu'un être de ce niveau ignore sa présence là-bas, il doit donc rester aussi vigilant que possible. Bientôt, le dévoreur d'âmes expulse une substance visqueuse qui donne vie à des monstres hideux formés à partir de cette flaque dégoûtante. Ces monstres étaient autrefois des humains rejetés dans cette ruine, et leurs visages sont les mêmes qu'ils l'étaient lorsqu'ils étaient tués par l'entité macabre, leur expression finale avant la mort. Curieux de la réaction du garçon à ce spectacle bizarre, le dévoreur d'âmes ouvre un sourire qui émet un son indescriptible, presque en conduisant l'humain à la folie. Mimori paralyse les monstres devant lui et essaie de les empoisonner, mais quelque chose l'en empêche, c'est le sentiment d'empathie qui existe encore en lui. Même s'ils sont morts, les visages humains en agonie provoquent une sensation de terreur et d'hésitation. Une fois de plus, le garçon verse des larmes de désespoir, et le dévoreur d'âmes savoure la réalisation de son intention. De plus en plus de monstres sont expulsés de cette entité malveillante, faisant supplier Mimori pour sa vie, incapable de nuire à ce qu'il voit comme des gens aux yeux du démon. L'expression d'extase s'étend sur tout le visage du démon, élargissant sa pupille au pic de son émotion. À la lumière de cela, Mimori sent que l'ennemi a baissé sa garde, alors il décide de paralyser le dévoreur, qui a commis une erreur fatale que seuls les êtres les plus puissants peuvent commettre, être si confiants dans leur immortalité. Selon Mimori, la certitude de la victoire engendre son pire ennemi, la suffisance. Après avoir convaincu le démon avec sa performance désespérée, le garçon ne pourrait pas espérer une meilleure action. Après tout,
cela fait des années et des années qu'il essaie d'être normal, de prétendre être quelqu'un qu'il n'est vraiment pas. Mimori aurait pu se leurrer en pensant qu'à un moment donné, il était comme les autres, mais cela ne change pas le fait que depuis le début, tout ce qu'il pratique est une performance désagréable mais nécessaire pour vivre dans la société. Au fil des années, il oublie qui il est vraiment, mais les ruines lui rappellent le véritable Mimori. Ainsi, il empoisonne le dévoreur d'âmes, répondant au sang par le sang, comme il se doit. Après avoir été jeté dans cet endroit pour sa faiblesse, après avoir été ridiculisé, le garçon trouve dans la haine la force nécessaire pour sa rédemption. En fin de compte, un garçon jeté comme un déchet parvient à renverser le seigneur de cet enfer. Pendant ce temps, le démon lutte contre la paralysie, mais la résistance ne fait qu'aggraver les dégâts, et du sang bleuâtre suinte de ses yeux torturés alors que le poison circule dans ses veines. Le dévoreur est consumé jusqu'à ce que des fissures apparaissent dans la lourde structure de son corps. Avec cela, l'entité meurt, libérant les âmes emprisonnées dans l'abîme. Parmi les esprits, il remercie le jeune homme pour ce qu'il accomplit, et parmi eux se trouve le couple que Mimori a découvert dans l'une des salles secrètes. Enfin, Anglin, le grand sage, demande personnellement à Mimori de détruire la déesse Vicious. Après cette brève rencontre, Mimori récupère l'œil du dévoreur et le place dans la porte qui mène à l'extérieur des ruines. Avant de partir pour toujours, il fait ses adieux à l'endroit qui a éveillé son véritable moi.